Sophie claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires de leur appartement haussmannien à Paris. À 15 ans, elle venait d'avouer à ses parents son amour pour une fille de sa classe. Et la réponse avait été un ouragan de cris et de larmes. « Tu n'es plus ma fille » hurla son père, les veines saillantes sur le front. Tandis que sa mère, figée dans un silence glacial, détournait le regard comme si Sophie n'existait plus. Ce soir-là, sous une pluie battante qui transformait les rues de Montmartre en rivière sombre, Sophie erra sans but, son sac à dos rempli à la hâte de quelques vêtements et d'un vieux journal intime. Elle n'avait nulle part où aller. Personne à appeler. Les lumières des cafés bruissaient de rires indifférents, et elle se sentait comme une ombre effacée du tableau familial parfait que ses parents avaient toujours projeté. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé innocemment, avec des regards échangés en cours de littérature, des notes passées sous la table, et puis ce baiser volé derrière le gymnase qui avait tout changé. Camille, avec ses cheveux roux et son sourire espiègle, avait été le premier rayon de lumière dans une vie étouffée par les attentes. Mais maintenant, ce rayon s'était éteint sous le poids de la réalité. Sophie trouva refuge dans un foyer pour jeunes en fugue. Un bâtiment gris et anonyme près de la Seine. Les nuits étaient longues. Hantée par les souvenirs de sa chambre d'enfant. Des dîners en famille où l'on parlait de tout sauf de ce qui comptait vraiment. Elle apprit vite à se durcir, à cacher ses larmes sous un masque d'indifférence. Les éducateurs, bien intentionnés mais débordés, lui parlaient de thérapie, de réconciliation. Mais Sophie savait que le fossé était trop profond. Son père, un avocat conservateur issu d'une lignée catholique stricte, voyait en elle une tache sur l'honneur familial. Sa mère, professeure d'histoire, préférait le silence à la confrontation, comme si ignorer le problème le ferait disparaître. Au fil des mois, Sophie se reconstruisit pièce par pièce. Elle décrocha un petit job dans une boulangerie, apprit à naviguer les méandres administratifs pour obtenir une émancipation. C'est là qu'elle rencontra Élise, une volontaire au foyer, une femme de 22 ans qui étudiait la psychologie à la Sorbonne. Élise avait d'un charisme tranquille, des yeux bleus qui semblaient percer les âmes, et une façon de parler qui apaisait les tempêtes intérieures. Elles se croisaient d'abord par hasard, puis intentionnellement, partageant des cafés volés et des conversations profondes sur l'identité, l'amour et la société. Élise avait elle-même traversé des tourments similaires, rejetée par une famille provinciale pour son orientation. Mais elle avait choisi de se battre, de transformer sa douleur en force. Leur lien se tissa lentement, comme un fil d'or dans une tapisserie usée. Sophie se surprit à sourire à nouveau, à rêver d'un avenir où elle n'aurait pas à se cacher. Mais les ombres du passé planaient toujours. Un appel de sa mère, un soir d'hiver, la ramena brutalement à la réalité. « Ton père est malade » murmura-t-elle au téléphone, la voix tremblante. « Il demande après toi. » Sophie raccrocha, le cœur serré. Était-ce un piège pour la ramener dans le giron familial? Ou un véritable appel à l'aide? Elle en parla à Élise, qui l'encouragea à réfléchir, à peser le pour et le contre. « Tu dois décider pour toi. Pas pour eux » dit Élise en lui tenant la main. Pourtant, Sophie choisit de ne pas répondre. Elle craignait que retourner là-bas ne ravive les blessures, ne la force à renier qui elle était. Au lieu de cela, elle plongea plus profondément dans sa relation avec Élise.
Elles emménagèrent ensemble dans un petit studio à Belleville. Un quartier bohème où les différences étaient célébrées plutôt que condamnées. Élise l'aidait à étudier, à préparer son bac en candidat libre, tandis que Sophie découvrait la joie d'aimer sans peur. Mais la société française, malgré ses airs progressistes, n'était pas exempte de jugement. Des regards obliques dans le métro, des murmures au travail, des amis qui s'éloignaient subtilement. Sophie apprit à ignorer, à se blinder. Mais chaque pic érodait un peu plus son assurance. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, Sophie se sentit vivante comme jamais. Entourée de drapeaux arc-en-ciel, de chants et de solidarité, elle embrassa Élise publiquement pour la première fois. C'était un acte de rébellion, une affirmation de soi. Mais le soir même, un message anonyme sur son téléphone la glaça. Ton père sait où tu es. Attention à toi. Était-ce une menace? Ou simplement une coïncidence? Sophie passa la nuit éveillée, tourmentée par les questions. Élise la serra contre elle, murmurant des mots de réconfort. Mais le doute s'insinuait. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie obtint son bac, entra à l'université en lettres, rêvant de devenir écrivaine pour raconter des histoires comme la sienne. Élise, diplômée, commença à travailler comme conseillère en orientation, aidant d'autres jeunes en difficulté. Leur amour grandissait, mais les fissures apparaissaient. Élise voulait une vie ouverte, sans secret, tandis que Sophie luttait encore avec son passé enfoui. Lors d'une dispute, Élise lança « Tu ne pourras jamais avancer si tu ne confrontes pas tes démons ». Sophie claqua la porte, comme elle l'avait fait des années plus tôt, et erra dans les rues, se demandant si l'amour valait tous ses sacrifices. De retour chez elle, elles se réconcilièrent, mais la tension persistait. Sophie commença à recevoir des lettres de sa mère, des missives pleines de regrets voilés, de souvenirs d'enfance. « Je t'aime toujours » écrivait-elle, sans jamais aborder le cœur du problème. Sophie les rangeait dans un tiroir, les lisant en secret, déchirée entre le pardon et la colère. Élise l'encourageait à répondre, à chercher la closure, mais Sophie résistait. « Et si ça me brise à nouveau » murmurait-elle. Finalement, un événement força sa main. Son père, hospitalisé pour un cancer, envoya un message direct « Viens me voir. Il y a des choses que je dois te dire. » Sophie, le cœur battant, décida d'y aller, accompagnée d'Élise pour soutien. Le voyage en train vers la banlieue où vivaient encore ses parents fut un calvaire intérieur, un tourbillon de souvenirs et de peurs. Arrivée à l'hôpital, elle trouva son père amaigri, branché à des machines, mais avec un regard adouci. « Je me suis trompé » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi. » Sophie, figée, ne sut que répondre. Était-ce sincère? Ou une manipulation de fin de vie? Elle quitta la chambre en larmes, Élise la serrant fort. Ce fut le début d'une réconciliation fragile, mais les cicatrices restaient profondes. Les semaines suivantes furent un mélange de chaos et de révélations. Sophie visita son père régulièrement. Des visites courtes et tendues où les mots non dits planaient comme des fantômes. Sa mère, toujours silencieuse, préparait du thé et évitait les regards.
Élise accompagnait Sophie parfois. Mais la tension était palpable. Elle est avec toi, demanda un jour son père. La voix faible. Sophie hocha la tête, défiant du regard. Oui. Et je l'aime. Pour la première fois. Il ne réagit pas avec colère, mais avec un soupir résigné. Était-ce l'acceptation? Ou simplement la fatigue de la maladie? De retour à Paris, Sophie se plongeait dans ses études, écrivant des essais sur la littérature queer, trouvant dans les mots un exutoire à sa tourmente. Élise, de son côté, gérait un cas difficile au travail, une adolescente rejetée par sa famille. Un miroir de la vie de Sophie. Cela ravivait des débats intenses entre elles. Tu vois. Il faut se battre pour changer les mentalités, insistait Élise. Sophie, plus pragmatique, répliquait, et si le prix est trop élevé? Perdre tout pour une cause? Leur relation, autrefois havre de paix, devenait un champ de bataille d'idéaux. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, la crise éclata. Un couple hétéro, bien intentionné mais maladroit, posa des questions intrusives sur leur choix d'être ensemble. Élise défendit farouchement leur amour, tandis que Sophie se mura dans le silence, revivant les jugements familiaux. Rentrée chez elle, Élise explosa. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as honte? Sophie, blessée, riposta. J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne veux pas recommencer. Elles passèrent la nuit dos à dos, le fossé s'élargissant. Le lendemain, Sophie reçut une nouvelle lettre de sa mère. Ton père s'affaiblit. Il veut te voir avec elle. C'était la première reconnaissance explicite d'Élise. Sophie, surprise, en parla à Élise, qui vit là une opportunité. Allons-y ensemble. Montrons-leur qui nous sommes. Sophie accepta, mais avec appréhension. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde. Son père, pâle et lucide, serra la main d'Élise. Prenez soin d'elle, murmura-t-il. Sa mère, larmes aux yeux, hocha la tête. Ce fut un moment de trêve, mais Sophie se demandait si c'était durable. De retour, leur vie reprit un semblant de normalité. Mais les doutes persistaient. Sophie commença à fréquenter un groupe de soutien pour jeunes LGBT. Partageant ses expériences, trouvant du réconfort dans les histoires similaires. Élise l'accompagnait parfois. Mais elle sentait que Sophie s'éloignait, cherchant son identité propre. Un jour, lors d'une session, Sophie rencontra Marie. Une femme charismatique de 30 ans, activiste chevronnée avec un passé de lutte sociale. Marie avait un magnétisme qui captivait. Et leurs conversations devinrent intenses, touchant des cordes que Élise n'atteignait plus. Sophie se surprit à penser à Marie en dehors des réunions, à comparer son feu militant à la stabilité d'Élise. Était-ce de l'admiration? Ou quelque chose de plus? Elle se confia à un journal. Comme à 15 ans. Pesant les choix. Élise, sentant le changement, devint plus possessive, questionnant les retards de Sophie. Qui est cette Marie? Demanda-t-elle un soir. La voix tendue. Sophie minimisa. Mais le mensonge pesa lourd. La tension culmina lors d'une manifestation contre une loi controversée sur le mariage pour tous.
Déjà adoptée mais toujours contestée par des conservateurs. Sophie y alla avec Marie. Brandissant des pancartes. Criant des slogans. Élise. Au travail. Appris par un ami commun. Le soir. La confrontation fut explosive. Tu me trompes, accusa Élise. Sophie nia. Mais admit l'attraction. C'est juste. Elle me fait me sentir forte. Sans peur. Élise. Blessée. Partit en claquant la porte. Laissant Sophie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un vide abyssal. Sophie appela Élise. Laissa des messages. Mais le silence répondit. Elle se réfugia chez Marie. Qui l'écouta. Offrit du réconfort. Mais sans pousser. Tu dois choisir ce qui te rend heureuse, dit Marie. Sophie. Déchirée. Réalisa que son indécision blessait tout le monde. Elle rentra chez elle. Trouva Élise emballant ses affaires. Ne pars pas, supplia-t-elle. Élise. Larmes coulant. Répondit, je t'aime. Mais je ne peux pas être ton second choix. Elles passèrent la nuit à parler. À pleurer. À disséquer leur relation. Au matin. Élise resta. Mais avec une condition, Sophie devait couper les ponts avec Marie. Sophie accepta. Mais le sacrifice l'arrangeait. Elle bloqua Marie. Évita les groupes. Se concentra sur Élise et ses études. Pourtant, la flamme intérieure s'éteignait. Lors d'une visite à son père, maintenant en rémission partielle, il sentit son trouble. L'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas de se perdre soi-même, dit-il. Surprenant Sophie par sa sagesse nouvelle. Sa mère, plus ouverte, ajouta, nous t'avons perdu une fois. Ne te perds pas pour nous. Ces mots ébranlèrent Sophie, la forçant à questionner ses choix. Élise, sentant la distance, proposa un voyage à la campagne, pour se retrouver. Elles partirent pour la Normandie. Dans une petite maison louée près de la mer. Les promenades sur la plage. Les dîners aux chandelles ravivèrent l'étincelle. Mais un appel de Marie, ignoré mais vu par Élise, raviva la jalousie. Pourquoi elle t'appelle encore, demanda Élise. Sophie expliqua. Mais la confiance était érodée. Le retour à Paris fut tendu, avec des silences pesants. Sophie se demanda si leur amour survivrait aux ombres du passé et aux tentations du présent. La vie de Sophie devint un équilibre précaire entre réconciliation familiale et tourments relationnels. Son père, sorti de l'hôpital, insista pour des dîners familiaux. La première fois fut awkward, avec Élise assise à table, sous les regards scrutateurs. Parlez-nous de vous, demanda sa mère poliment. Élise, charmante, raconta son parcours. Mais Sophie vit la gêne dans les yeux de son père. Plus tard, il confia, c'est dur pour moi. Mais j'essaie. Sophie apprécia l'effort, mais se demanda si c'était suffisant. Au travail, Élise gérait de plus en plus de cas complexes, rentrant épuisée, distante. Sophie, en stage dans une maison d'édition, découvrait un monde où l'authenticité était valorisée. Elle écrivit une nouvelle sur son expulsion, anonymement, qui fut publiée dans une revue queer.
Les retours positifs boostèrent sa confiance. Mais Élise, lisant le texte, se sentit exposée. C'est notre histoire? Pas juste la tienne, reprocha-t-elle. Sophie défendit son droit à exprimer sa douleur, creusant le fossé. Un jour, Sophie reçut un appel de sa sœur cadette, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Papa veut qu'on se réunisse tous. Pour son anniversaire. Sophie hésita, mais accepta, emmenant Élise. La soirée fut un mélange de joie feinte et de tension sous-jacente. Sa sœur, mariée et mère, posa des questions sur leur vie de couple, avec une curiosité malsaine. Élise garda son calme, mais Sophie bouillonnait. Plus tard, seule avec son père, il avoua: « J'ai eu tort de te chasser. La société change. Et moi aussi. » Ces mots touchèrent Sophie. Mais elle répliqua: « Et si tu n'avais pas été malade? Aurais-tu changé ?» Il baissa les yeux. Sans réponse. De retour, Sophie et Élise se disputèrent à nouveau. « Ta famille te manipule », accusa Élise. Sophie défendit: « Ils essaient. » Au moins. La nuit se termina en larmes, avec Élise dormant sur le canapé. Sophie, insomniaque, repensait à Marie, à la liberté qu'elle représentait. Elle envoya un message discret: « Besoin de parler. » Marie répondit, proposant un café. Sophie y alla, culpabilisant, mais assoiffée de compréhension. Marie écouta, conseilla sans juger. L'amour ne devrait pas être une prison. Sophie rentra troublée, mentant à Élise sur son après-midi. Le mensonge devint habitude. Sophie voyait Marie en secret, comme une amie, mais les sentiments affleuraient. Élise, suspicieuse, fouilla son téléphone un soir. La découverte fut dévastatrice. « Combien de temps ?» hurla-t-elle. Sophie, prise au piège, avoua les rencontres platoniques. Élise, trahie, partie chez une amie. Sophie, seule, affronta sa lâcheté. Elle appela sa mère, cherchant du réconfort. « L'amour est compliqué », dit sa mère. Mais l'honnêteté est clé. Sophie réalisa qu'elle reproduisait les silences familiaux. Les jours suivants, Sophie tenta de reconquérir Élise. Avec des fleurs, des lettres. Élise revint, mais blessée. Plus de secrets, exigea-t-elle. Sophie promit, coupant définitivement avec Marie. Mais la confiance brisée laissait des cicatrices. Au groupe de soutien, Sophie partagea son histoire, recevant du soutien, mais aussi des critiques: « Tu joues avec le feu. » Elle se questionna sur ses choix moraux, sur le prix de la loyauté. Un tournant vint quand son père rechuta. Hospitalisé à nouveau, il demanda à voir Sophie seule. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il. Pardonne-moi vraiment. » Sophie, émue, pardonna, mais posa des conditions: acceptation totale d'Élise. Il accepta, organisant un dîner familial avec elle. Sa mère, évoluant, embrassa Élise. Ce fut un pas vers la guérison. Mais Sophie se demanda si c'était trop tard pour sa relation. Élise,
Sentant le changement, proposa une thérapie de couple. Elles commencèrent, déballant les blessures. La thérapeute pointa les patterns, Sophie fuyait les conflits. Élise contrôlait par peur. Les sessions furent douloureuses, révélant des vérités crues. Sophie admit son attraction pour Marie comme une échappatoire. Élise confia sa peur d'abandon. Lentement, elles reconstruisirent, mais les doutes persistaient. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, Sophie fut invitée à parler. Grâce à sa nouvelle, elle accepta, nerveuse, avec Élise à ses côtés. Sur scène, elle raconta son expulsion, les luttes, touchant l'audience. Les applaudissements furent libérateurs, mais un commentaire anonyme en ligne la blessa, hypocrite. Tu vis dans le mensonge. Sophie, ébranlée, questionna sa authenticité. Élise la soutint, tu es forte. Mais intérieurement, Sophie se demandait si elle méritait cet amour. La pression sociale s'intensifia avec un article dans un journal conservateur critiquant les familles déconstruites. Sophie se sentit visée, débattant avec Élise sur l'engagement militant. On ne peut pas tout ignorer, dit Élise. Sophie, fatiguée, répliqua, et si on se contentait de survivre? Leur débat reflétait les maux sociétaux plus larges. Les choix entre combat et paix personnelle. Sophie, au bord du gouffre, décida d'une pause pour réfléchir. Élise accepta à contre-cœur, partant chez sa sœur. Seule, Sophie affronta ses démons, pesant les sacrifices pour l'amour et l'identité. La séparation temporaire fut un tourment pour Sophie. Les nuits solitaires dans l'appartement vide ravivaient les souvenirs de son expulsion, la forçant à confronter ses peurs profondes. Elle appela son père, maintenant stable, qui l'encouragea, suis ton cœur. Mais sois honnête. Sa mère, plus impliquée, envoya des messages de soutien. Sophie, surprise par leur évolution, se demanda si le temps guérissait vraiment les blessures. Elle reprit contact avec Marie, non pour romance, mais pour conseil. Tu dois choisir sans regret, dit Marie lors d'un café. Sophie, clarifiée, réalisa que son cœur appartenait à Élise, malgré les tempêtes. Elle rentra, prépara une surprise, un dîner romantique, avec une lettre avouant ses erreurs. Élise revint, touchée, et elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais la société ne leur accorda pas de répit. Un scandale éclata au travail d'Élise, une collègue conservatrice diffusa des rumeurs sur leur relation, menaçant son poste. Élise, furieuse, confronta sa chef, qui minimisa. C'est la France moderne? Mais certains préjugés persistent. Élise, blessée, envisagea de démissionner. Sophie la soutint, proposant de l'aider financièrement avec son stage payé. Ensemble, elles déposèrent une plainte pour discrimination, un acte de défiance qui les unit. Pourtant, la victoire fut amère. La collègue fut réprimandée, mais les murmures continuèrent. Élise, usée, questionna leur vie à Paris. Et si on partait ailleurs? Recommençait? Sophie, attachée à sa famille naissante, hésita.
Le débat raviva les tensions, Sophie voulait la stabilité. Élise l'aventure. Lors d'une session de thérapie, elles explorèrent ces différences, réalisant qu'elles complétaient l'une l'autre. Un coup dur vint quand le père de Sophie mourut subitement d'une complication. L'enterrement fut un vortex d'émotions. Sophie, dévastée, trouva du réconfort chez sa mère, qui l'embrassa publiquement avec Élise. Il t'aimait. À sa façon, dit-elle. Élise, présente, aida aux arrangements, gagnant le respect familial. Mais le deuil creusa un vide en Sophie, la poussant à questionner la vie. Les choix. Post-funérailles, Sophie hérita d'une somme modeste, qu'elle utilisa pour un voyage avec Élise en Provence. Pour guérir. Les vignobles, les marchés, ravivèrent leur passion. Elles parlèrent d'avenir, mariage, enfant via adoption. Élise, enthousiaste. Sophie prudente face aux obstacles légaux et sociaux. La société n'est pas prête, dit-elle. Élise répliqua, alors changeons-la. Leur débat était passionné, reflétant les luttes plus larges des couples LGBT en France. De retour, une trahison inattendue frappa. Une amie commune, jalouse, révéla à la mère de Sophie des détails intimes sur leur relation passée avec Marie. La mère, choquée, confronta Sophie. Comment peux-tu être infidèle? Sophie, furieuse, défendit, c'était une erreur. Pas une trahison. Mais le doute s'insinua chez Élise, ravivant les blessures. Pourquoi tout le monde sait sauf moi, demanda-t-elle. Sophie, coupable, avoua les détails omis. Élise, déçue, prit de la distance. Sophie, seule à nouveau, affronta l'amie traîtresse, coupant les ponts. Elle se réfugia dans l'écriture, rédigeant un roman autobiographique, cathartique. Sa mère, regrettant sa réaction, appela pour s'excuser. J'apprends encore. Sophie pardonna, voyant les parallèles entre leurs luttes. Élise, après réflexion, revint, on traverse ça ensemble. Elles renforcèrent leur lien, mais les dommages étaient faits. La pression culmina lors d'un débat public sur les droits familiaux LGBT, où Sophie fut invitée comme panéliste. Elle parla avec ferveur, défendant l'amour contre les préjugés. Élise, dans l'audience, applaudit, fière. Mais un opposant conservateur l'attaqua personnellement, votre vie chaotique n'est pas un modèle. Sophie, blessée, riposta avec dignité, gagnant le respect. Ce fut un moment de THC-TNH, réalisant sa force. Pourtant, le coup était élevé. Élise, épuisée par les batailles, proposa une rupture amicale. Peut-être qu'on se fait plus de mal que de bien. Sophie, paniquée, refusa, promettant des changements. Elles décidèrent d'une dernière chance, déménageant en banlieue pour plus de calme. Là, elles reconstruisirent, loin des regards. Mais Sophie se demandait si c'était une victoire ou une retraite. Les mois suivants furent une renaissance fragile. Dans leur nouvelle maison à Versailles, Sophie et Élise redécouvrirent la simplicité, promenade dans les jardins royaux,
Soirée lecture. Projet commun. Sophie finit son roman, le soumettant à des éditeurs. Élise, changeant de job pour un centre LGBT, trouva un but renouvelé. Leur relation, éprouvée, émergea plus résiliente, avec une communication ouverte. Sophie visita régulièrement sa mère, maintenant veuve, qui s'ouvrit aux idées progressistes, rejoignant même un groupe de parents d'enfants queer. « J'ai perdu trop de temps », confia-t-elle. Sophie, émue, vit en elle un miroir de sa propre évolution. Ensemble, elles honorèrent la mémoire du père, acceptant ses failles. Pourtant, les défis sociétaux persistaient. Une loi proposée restreignant l'adoption pour couples homosexuels les alarma. Élise milita activement. Sophie la soutint en écrivant des articles. Leur engagement les unit, mais exposa à des menaces, mails haineux, harcèlement en ligne. Sophie, effrayée, questionna le prix. Vaut-il mieux se cacher? Élise, déterminée, répondit non. Car alors ils gagnent. Leur débat intérieur reflétait les conflits moraux plus larges. Un climax vint quand le roman de Sophie fut publié, acclamé pour sa franchise. Les interviews suivirent, exposant leur vie. Élise, supportive, mais inquiète pour la privacy. Lors d'une émission TV, Sophie affronta un critique conservateur, défendant son droit à l'amour. L'homophobie brise des familles, dit-elle. Le public applaudit. Mais les retombées furent mixtes, soutien massif, mais aussi backlash. Élise, sous pression, craqua un soir. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Sophie, dévastée, proposa du temps. Mais au lieu de partir, Élise choisit de rester, réalisant que leur amour valait les luttes. Elles se marièrent civilement, dans une cérémonie intime avec la mère de Sophie et des amis. Ce fut un triomphe, mais teinté de mélancolie pour les absents. Des années plus tard, Sophie, maintenant auteure établie, réfléchit à son parcours. Elle avait payé cher, perte, trahison, douleur. Mais les gains amour, identité, acceptation l'emportaient. Élise, à ses côtés, représentait la résilience. Pourtant, les questions persistaient. Avait-elle fait les bons choix? Est-il juste de sacrifier sa paix personnelle pour défier les normes sociétales? Ou la vraie force réside-t-elle dans la survie discrète?